Les forces de l'ordre les appellent des criminels. Mais les membres feront n'importe quoi pour protéger le club. I've always tried to be a bandito 24 hours a day, 7 days a week, no matter where I am. C'est ainsi que les bandidos sont passés d'un petit groupe de motards à un club de motards hors la loi internationale. Chapitre 1. La création. Tout a commencé avec un homme qui a refusé de rentrer chez lui tranquillement. Donald Eugene Chambers est revenu du Vietnam au milieu des années 1960 dans un pays qui ne l'a pas accueilli à bras ouverts. Formé pour le combat mais dépouillé de son objectif, il a décidé que si la vie civile ne pouvait pas lui donner de structure, il en créerait une lui-même. En 1966, à San Leon, Texas, Chambers a fondé le Bandidos Motorcycle Club, avec des motards partageant les mêmes idées. Leur emblème représentait une silhouette coiffée d'un sombrero, armée d'un pistolet et d'une machette, peinte en rouge et or. Leurs membres initiaux étaient des ouvriers des champs pétrolifères, des mécaniciens, des vétérans, des marginaux, cols bleus en quête d'appartenance. Malgré les ressources minimales, Chambers maintenait une discipline de type militaire. Il dirigeait les réunions comme des briefings de l'armée, où la désobéissance entraînait des conséquences immédiates. À la fin des années 1960, les bandidos étaient même capables de maintenir une présence dans tout le Texas. Ce qui avait commencé avec quelques hommes agités sur des motos était devenu une fraternité avec des règles. Et avec le Texas verrouillé, l'étape suivante était évidente: l'expansion. Chapitre 2. Expansion et croissance. D'un seul chapitre au Texas, les bandidos se sont répandus comme une traînée de poudre. Au cours des 20 années suivantes, leur écusson rouge et or est apparu sur 3 continents. Au milieu des années 1970, les bandidos avaient conquis le Sud-Américain, Louisiana, Oklahoma, New Mexico. Un par un, ils ont rallié des clubs plus petits avec un message clair. Rejoignez-nous et gagnez la protection, ou soyez poussés de côté. Le modèle a fonctionné. Bientôt, Houston, Dallas et San Antonio sont devenus des bastions. Puis est venu le saut outre-mer. En 1983, une scission au sein du Comanchero Motorcycle Club australien a donné naissance au premier chapitre des Bandidos à Sydney. En l'espace d'1 an, cette défection est devenue sanglante. La querelle a explosé lors du Milpera Massacre, une fusillade le jour de la fête des pères qui a fait 7 morts, dont un adolescent innocent. Pendant que l'Australie sombrait dans le chaos, l'Europe est devenue le prochain front. En 1989, le premier chapitre a ouvert à Marseille, France. En quelques années, l'écusson est apparu au Danemark et en Suède, où la culture motarde se développait depuis des décennies. Mais ce mouvement avait un prix. En Scandinavie, les Hells Angels dominaient déjà. Les graines d'une guerre totale étaient plantées. Leur expansion était toujours la même. Identifier un club local mécontent. Offrir le nom bandido, la discipline et le soutien. S'ils refusaient, les écraser. Au milieu du chaos, le modèle de Chambers a continué de se répandre. À la fin de la décennie, les bandidos étaient devenus mondiaux, parce que leur ascension rapide signifiait une chose. Une collision frontale avec les Hells Angels n'était plus une question de si, c'était quand. Chapitre 3. Rivalité avec les Hells Angels. Depuis le début, les bandidos poursuivaient le même trône que les Hells Angels revendiquaient déjà. Aux États-Unis, des escarmouches ont éclaté dans les États frontaliers pour les routes de drogue et d'armes. Mais dans les années 1990, la rivalité a véritablement explosé en Scandinavie, où les 2 clubs étaient en expansion agressive. De petits affrontements pour le territoire, le contrôle des rues et le recrutement se sont transformés en guerre ouverte. Les gouvernements l'appelleraient plus tard la Nordic Biker War, l'un des conflits les plus sanglants de l'histoire des motards hors la loi. En mars 1996, des hommes armés des Hells Angels ont tendu une embuscade aux bandidos à l'aéroport de Copenhagen, tuant le président du chapitre Ulf Larsen et en blessant 3 autres. Quelques heures plus tard, une autre embuscade a frappé l'aéroport d'Oslo. Les bandidos ont riposté.
Quelques mois plus tard, ils ont tiré une roquette dans une fête du club des Hells Angels à Copenhagen. 2 personnes ont été tuées, dont une jeune femme qui ne faisait pas partie du conflit, et 19 autres ont été blessés. Des civils étaient maintenant morts, et l'indignation a éclaté. Les forces de l'ordre ont réprimé, mais la violence n'a fait qu'augmenter. Les Hells Angels ont répondu avec des explosifs. En Norvège, une camionnette chargée de jusqu'à 50 kg d'explosifs à base d'engrais a été détonnée devant un club des Bandidos. Un passant de 51 ans a été tué, 22 autres ont été blessés et le bâtiment a été rasé. La cible visée était Michael Garcia Lerch Olsen, un ancien Hells Angel qui avait fait défection vers les Bandidos, a survécu. Quelques jours plus tard, d'autres Bandidos ont été abattus. La guerre était pleinement engagée. En 1997, près de 100 hommes étaient morts, y compris des civils. La pression sur les 2 clubs était immense. En septembre de cette année-là, les présidents des Bandidos et des Hells Angels se sont assis côte à côte à la télévision danoise, se serrant la main dans une trêve fragile. La Nordic Biker War avait laissé des dizaines de morts, mobilisé des gouvernements et indigné des nations entières. Pour les Angels, il s'agissait de protéger la suprématie. Pour les Bandidos, cela a prouvé qu'ils pouvaient se tenir épaule contre épaule avec l'écusson le plus redouté au monde. La poignée de main n'a pas effacé le sang, mais elle a mis fin à une guerre trop coûteuse pour continuer. La rivalité, cependant, ne s'est jamais terminée. Elle s'est seulement déplacée. En 2010, un autre accord de paix a été signé en Allemagne, divisant le territoire sous la pression du gouvernement. La police l'a rejeté comme un coup médiatique, et bien qu'il ait freiné les fusions de sang localement, l'hostilité a perduré ailleurs. En Scandinavie, les fusillades sont revenues. En Amérique du Nord et en Australie, la querelle est restée violente et ouverte. La leçon était simple. Chaque trêve entre les Hells Angels et les Bandidos a été écrite à l'encre temporaire. La rivalité est le moteur qui les anime tous les deux, et la paix ne dure que tant que la survie l'exige. Chapitre 4. Répression des forces de l'ordre. Dans les années 1990, les Bandidos étaient attaqués sur 2 fronts. Les rivaux les défiaient dans les rues, tandis que les gouvernements du monde entier cherchaient à les démanteler devant les tribunaux. Ce qui a suivi a été une campagne de plusieurs décennies de raids, d'actes, d'accusations et d'interdictions qui ont remodelé l'identité du club. La campagne s'est intensifiée lors de l'opération 1%, 1985-1986, lorsque les agents de l'ATF ont mené des raids dans 18 États contre plusieurs clubs hors la loi, y compris les Bandidos. 68 personnes ont été arrêtées, et des caches d'armes et de drogues illégales ont été saisies. Le message était clair. Le gouvernement fédéral était prêt à poursuivre les gangs de motards comme des syndicats du crime organisé. L'Europe a rapidement suivi. Les autorités allemandes et danoises ont perquisitionné des clubs, saisissant des fusils d'assaut, des gilets pare-balles et des documents financiers liant les membres à l'extorsion et au meurtre sur contrat. L'Allemagne est allée plus loin, déclarant les Bandidos une association criminelle, ce qui a permis à la police d'interdire les chapitres et de confisquer les actifs purement et simplement. En 2017, les Pays-Bas sont devenus le premier pays à dissoudre son chapitre national devant les tribunaux, statuant que le club représentait une menace permanente pour l'ordre public. Le Canada a monté sa propre offensive pendant et après la Quebec Biker War. Lorsque le Rock Machine a rejoint les Bandidos en 2002, la police a riposté avec l'opération Amigo, arrêtant 62 membres et associés lors de raids coordonnés. Le résultat a été décisif. En quelques mois, la présence des Bandidos au Québec s'est effondrée. La salle d'audience est devenue le nouveau champ de bataille. Les procureurs en Scandinavie ont signalé des menaces, tandis qu'en Australie, les policiers qui perturbèrent les routes de la drogue ont été agressés. Aux États-Unis, l'objectif était de prouver que la violence venait du sommet, pas seulement de motards voyous. Cette stratégie a culminé lors du procès de San Antonio en 2018 de Jeffrey Fay Pike et John Xavier Portillo, le président national et le vice-président. Après un procès de 3 mois,
Les deux hommes ont été reconnus coupables de tous les chefs d'accusation, y compris le racket, la conspiration et l'ordre de meurtre. The verdict is now in. Two top former bandidos, National President Jeffrey Faye Pike and ex-Vice President John Xavier Portillo, found guilty in a 13-count indictment. Les témoignages les ont directement liés au meurtre d'Anthony Benesch, qui avait tenté de créer un chapitre rival des Hells Angels au Texas. Pike a été condamné à la prison à vie plus 10 ans. Portillo a reçu 2 peines de prison à vie consécutives sans libération conditionnelle. C'était la première fois que les procureurs américains démantelaient le commandement supérieur des bandidos devant un tribunal ouvert. D'autres répressions ont suivi. Les conséquences de la fusillade de Waco en 2015, où 9 motards ont été tués dans une fusillade avec les Cosaques, ont entraîné des arrestations massives et des accusations généralisées. Bien que la plupart des cas se soient effondrés, la direction nationale a été durement touchée. Les actes d'accusation de Pike et Portillo découlait en partie de ce climat, de pression. La dernière offensive est survenue en février 2025, lorsque les procureurs fédéraux ont dévoilé un acte d'accusation RICO de 22 chefs contre 14 membres à Houston. Les accusations de meurtre, de vol, de racket découlaient d'une guerre de territoire sanglante, avec un gang rival appelé B-East. Les enquêteurs ont décrit un ordre « Smash on Sight » de la direction des bandidos, ordonnant aux membres d'attaquer les rivaux partout où ils se trouvaient. Pendant des décennies, les bandidos se sont enorgueillis de la fraternité et de la défiance. Mais dans les salles d'audience, les procureurs les ont dépeints comme rien de moins qu'une mafia sur des motos. Chaque opération les affaiblissait, mais aucune ne les a détruits. Le club s'est adapté, changeant ses stratégies et son leadership pour survivre. Chapitre 5. Procès et interdiction. Dans les années 2000, la guerre contre les bandidos s'est déplacée des rues vers les tribunaux. Les procureurs ne se concentraient pas plus sur les crimes individuels. Ils visaient à démanteler le club lui-même. Aux États-Unis, les actes d'accusation fédéraux se sont accumulés contre les dirigeants des bandidos. Les procureurs se sont appuyés sur le Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, RICO, liant directement les agressions, le trafic de drogue et l'extorsion à l'organisation. En 2006, les dirigeants de l'État de Washington ont été accusés de complot pour distribuer de la méthamphétamine et de la cocaïne. En 2009, des dizaines de membres du Texas ont fait face à des accusations fédérales de complot de meurtre et de trafic de stupéfiants. Chaque verdict de culpabilité en vertu de RICO traitait les bandidos comme une entreprise criminelle, menaçant d'effondrer des chapitres entiers. L'Europe a agi encore plus durement. Les États allemands ont purement et simplement interdit les bandidos après des affrontements répétés et des liens avec le crime organisé, fermant des clubs à Berlin, Cologne et Hambourg. En 2014, les Pays-Bas ont déclaré les bandidos illégaux à l'échelle nationale, statuant que le club représentait un danger permanent pour l'ordre public. En 2018, une cour d'appel a confirmé la décision, confirmant que le groupe opérait dans une culture de violence. Le schéma s'est répandu. En mai 2024, le Danemark a imposé une interdiction temporaire à sa branche nationale des bandidos, citant une violence croissante. Les procureurs ont soutenu que le club était une entité criminelle unie malgré son apparence décentralisée. Cette mesure reflétait la dissolution réussie de Loyal to Familia, le gang de rue le plus notoire du Danemark, et signalait que les clubs de motards hors la loi pourraient subir le même sort. La Suède a suivi avec sa propre pression. En mai 2025, le Migration Court a expulsé 3 membres étrangers des bandidos et leur a interdit de revenir pendant 8 ans, invoquant des risques pour la sécurité nationale. La pression ne s'est pas limitée à l'Europe. À Houston, un grand jury fédéral a rendu un acte d'accusation de 22 chefs en 2024, contre 14 bandidos et associés du chapitre Welcome to Hell. Les procureurs ont allégué une guerre de territoire avec des gangs rivaux qui a fait 2 morts et comprenait des fusillades dans des bars et sur des autoroutes. L'acte d'accusation décrivait un ordre « smash on sight » de la direction des bandidos ciblant une équipe rivale,
et les accusations allaient du racket et de l'incendie criminel au meurtre et au trafic de drogue. Les gouvernements ont présenté ces interdictions et actes d'accusation comme nécessaires pour protéger l'ordre public. Les juges et les procureurs ont fait face à des menaces. Et en Allemagne, les policiers enquêtant sur les chapitres des Bandidos ont signalé avoir été pris en embuscade près de leur domicile. Le message des autorités était clair. Les clubs de motards hors la loi n'étaient pas seulement une nuisance. Ils étaient des groupes du crime organisé testant la force de l'État lui-même. Malgré la pression, les Bandidos se sont adaptés. Certains chapitres sont passés dans la clandestinité, d'autres se sont rebaptisés sous de nouveaux noms, et le recrutement s'est poursuivi dans les régions où l'application de la loi était plus faible. Mais chaque bataille juridique a grignoté la liberté du club de fonctionner ouvertement. L'enjeu était plus que le sort de membres individuels. Chaque acte d'accusation et interdiction posait la même question. Les Bandidos pourraient-ils survivre en tant que fraternité mondiale? Ou les gouvernements finiraient-ils par les forcer à l'effondrement? Chapitre 6. Conflits internes et lutte de leadership. La fraternité qui promettait autrefois la force a commencé à se fracturer de l'intérieur. La croissance a apporté le pouvoir, mais le pouvoir a apporté l'ambition. Alors que les Bandidos se développaient sur plusieurs continents, les différends sur l'argent, le territoire et le contrôle se sont intensifiés. Les présidents nationaux ont eu du mal à commander des chapitres répartis sur des milliers de kilomètres. Et les dirigeants locaux ont souvent contesté leur autorité. Certaines régions se sont rebellées purement et simplement. À la fin des années 1990, une faction européenne s'est complètement séparée, affirmant que le leadership international ne les représentait plus. La loyauté envers l'écusson ne suffisait plus à garantir l'unité. Les défections ont aggravé les fractures. Les membres qui ont abandonné le club ont souvent emporté des secrets dans des organisations rivales, armant les Hells Angels, les Outlaws ou les Cossacks de connaissances internes. Cette trahison a augmenté les enjeux, car la confiance, le fondement de la fraternité, comportait maintenant le risque d'exposition. Les erreurs de leadership ont approfondi la crise. Les décisions sur les alliances et la distribution d'argent favorisaient souvent certains chapitres par rapport à d'autres, créant du ressentiment. Lorsque les dirigeants n'ont pas réussi à imposer des règles cohérentes, les chapitres ont inventé leur propre système de discipline. Certains ont embrassé la violence extrême comme indépendance. D'autres ont essayé de poursuivre la légitimité. Et le résultat a été la fragmentation. Tout semblait stable. Ce n'était pas le cas. Les dossiers internes ont révélé des expulsions soudaines de personnalités respectées, dont beaucoup étaient des luttes de pouvoir déguisées en discipline. Les purges ont choqué les membres qui croyaient autrefois que la fraternité était sacrée. Parfois, les fractures sont devenues mortelles. Au Canada, 2006 a vu l'un des exemples les plus brutaux de luttes internes, le massacre de Shéden. Les tensions entre les chapitres de Winnipeg et de Toronto se sont envenimées lorsque le leader de Winnipeg, Michael Sandam, a accusé Giovanni Muscedere de Toronto de mauvaise gestion financière. Le leadership de Houston a expulsé les hommes de Toronto et leur a ordonné de rendre leurs écussons. Ils ont refusé, se faisant appeler le No Surrender Crew. Le résultat a été une embuscade dans une ferme rurale de l'Ontario. 8 bandidos ont été exécutés par leurs propres frères, leurs corps laissés dans des voitures le long d'un chemin de terre. Le massacre a stupéfié le monde et a effectivement mis fin à la présence des bandidos au Canada. Cette même année, l'Australie a éclaté dans sa propre querelle. Un différend sur des millions en pseudo-éphédrine volée a fracturé le chapitre de Sydney. Félix Big F. Lyle, autrefois une figure puissante, a été expulsé, tandis que son protégé Dallas Fitzgerald s'est retourné contre Rodney Hooks Monk, l'homme qui l'avait remplacé. Monk a été kidnappé, torturé, puis tué. En 2011, Lyle a fait défection vers les Hells Angels, emportant avec lui pas moins de 60 bandidos en échange de millions, une défection massive qui reste l'une des plus importantes de l'histoire des motards. En Scandinavie, les guerres internes étaient tout aussi vicieuses. En Finlande,
l'expulsion du président Marco Hirsma en 1999 a déclenché une querelle sanglante. Hirsma a tenté d'établir son propre club, seulement pour être traqué par l'organisation même qu'il avait autrefois dirigée. En 2001, des hommes armés l'ont abattu devant son domicile. Le meurtre a prouvé jusqu'où les bandidos étaient prêts à aller pour faire taire la dissidence. Même ces dernières années, la fragmentation s'est poursuivie. En 2016, des membres désillusionnés au Texas ont formé le Kinfolk Motorcycle Club, se présentant comme une alternative à la hiérarchie des bandidos. La scission est rapidement devenue violente. En 2017, des hommes armés de Kinfolk ont assassiné le président des bandidos d'El Paso, Juan Martinez Jr., lors d'une bagarre dans un bar du Texas. Le tireur a été condamné à 56 ans de prison, mais la querelle couve toujours. Les conséquences de ces divisions étaient claires. Les réunions internationales censées unifier la fraternité sont devenues des arènes de suspicion. Les purges ont réduit au silence les rivaux, et les clubs dissidents ont emporté des connaissances entre les mains ennemies. L'enjeu n'était pas seulement la réputation des bandidos, mais la survie de l'organisation elle-même. Si elle n'était pas contrôlée, les guerres internes menaçaient de fracturer la fraternité au-delà de toute réparation. Pourtant, malgré ces blessures, les bandidos ont perduré. Chaque rébellion a remodelé la hiérarchie, mais n'a jamais détruit le réseau. Chapitre 7. Représentation médiatique et perception publique. Pour les bandidos, les images médiatiques décidaient souvent de la façon dont le monde les jugeait. Du Texas à l'Europe, les médias ont présenté le club moins comme une fraternité, et plus comme un empire criminel habillé de cuir. Une fois cette image durcie, il s'est avéré presque impossible de l'inverser. Dans les années 1970 et 1980, les journaux locaux rapportaient régulièrement des arrestations, des bagarres de bar et des fusillades liées à l'écusson. Chaque histoire ajoutait un récit croissant d'anarchie. Dans les années 1990, les médias internationaux ont repris le fil, liant les bandidos aux Nordic Biker Wars et les présentant comme une menace mondiale. La télévision associait les nouvelles de raids et d'actes d'accusation à des images de motards en formation, leurs couleurs clignotant contre le chrome et le cuir. L'effet était simple et puissant. Avant que le public n'entende un mot, il associait l'écusson à la violence. Ce cadrage ne s'est approfondi qu'avec la visibilité accrue des opérations policières. Les pièges infiltrés de l'ATF et les enquêtes dirigées par le FBI ont été largement couverts, souvent décrits comme des batailles entre l'État et le crime organisé. Les rapports mettaient l'accent sur le trafic de drogue, la distribution de méthamphétamine et de cocaïne, les stocks d'armes illégales et les écussons gagnés pour la violence. Même lorsque les procès se terminaient sans condamnation, les gros titres avaient déjà renforcé l'impression que les bandidos étaient un cartel sur roue. Le club a essayé de lutter contre ce récit. Les chapitres ont mis en avant des randonnées caritatives, des collectes de jouets et des collectes de fonds pour les vétérans et les familles dans le besoin. Des histoires d'intérêt humain ont parfois percé, avec les médias locaux couvrant des dons de nourriture ou des interviews qui mettaient l'accent sur la loyauté et la fraternité. Mais ces histoires se sont rarement répandues au-delà des cercles de motards. Elles ont été noyées par les gros titres de raids et de funérailles. Pour chaque acte de charité discret, il y avait un rapport plus fort de meurtre ou de conspiration. Cette double perception avait du poids. Pour les gouvernements et la police, l'image criminelle justifiait des raids agressifs, des actes d'accusation et même des interdictions pures et simples. Une communauté effrayée était beaucoup plus susceptible de soutenir les lois qui dissolvaient les chapitres et confisquaient les biens. Pour les membres, la réputation fonctionnait dans deux directions. Elle nuisait à leur statut juridique, mais attirait également des recrues. Les jeunes motards rejoignaient en partie parce que l'image hors la loi promettait le danger, le respect et la notoriété. Le stéréotype même qui leur nuisait maintenait également leur rang en vie. Au début des années 2000, les bandidos n'étaient plus simplement un autre club de motards dans l'imagination publique. Ils étaient devenus un archétype culturel, un raccourci pour le motard hors la loi lui-même.
les propres tentatives du club de changer son image vers la loyauté, la charité et la famille ne pouvaient pas compenser des décennies de gros titres, de raids et d'histoires de crimes. Puis, en mai 2015, un restaurant Twin Peaks à Waco, Texas, a transformé cette image en réalité. Les caméras ont tourné, les coups de feu ont éclaté et les bandidos ont été plongés dans la fusillade de motards publics la plus meurtrière de l'histoire américaine. Chapitre 8. La fusillade de Waco. La fumée et les coups de feu ont déchiré le parking d'un Twin Peaks à Waco, Texas. Ce qui a commencé comme une réunion de coalition de routine de clubs de motards est devenu l'affrontement de motards publics le plus meurtrier de l'histoire des États-Unis. La tension s'était accumulée pendant des mois. Les bandidos et les cosaques étaient déjà en collision sur le territoire, les cotisations et le droit de porter le Texas Bottom Rocker. Le renseignement policier avait signalé la réunion comme à haut risque. Donc les policiers de Waco et les soldats du Texas se sont postés à l'extérieur avant l'arrivée des premières bus-motos. L'étincelle a été petite et rapide. Une dispute sur le stationnement et les écussons à l'entrée a dégénéré en bousculade, puis en couteau, puis en arme à feu. Des coups de feu ont crépité dans le parking. Des voitures et des vitrines ont pris des balles. Les clients se sont jetés sous les tables. Le personnel a barricadé les cuisines et les salles de bain. Les policiers à l'extérieur se sont déplacés immédiatement et ont riposté selon les protocoles de tireurs actifs. Lorsque les tirs ont cessé, 9 hommes étaient morts et au moins 18 autres étaient blessés, presque tous par balle. La scène, des corps sous des draps, des motos dispersées, des fusils braqués, a dominé les nouvelles nationales en quelques heures. À la tombée de la nuit, 177 personnes étaient en détention pour des accusations de crimes organisés, beaucoup faisant face à des cautions de 1 million de dollars. Au cours des 4 années suivantes, les affaires se sont effondrées. Les juges ont rejeté les accusations, les jurys se sont divisés et les preuves ont fait défaut. Le seul procès, celui d'un président de chapitre des Bandidos, s'est terminé par un procès nul. En avril 2019, les affaires criminelles restantes ont été rejetées. Personne n'a été reconnu coupable de meurtre pour les 9 décès. Les retombées ont coupé dans les deux sens. Pour les forces de l'ordre, Waco est devenu un conte édifiant sur les arrestations trop larges, les cautions exorbitantes et une stratégie de poursuite qui ne pouvait pas supporter le fardeau de la preuve. Pour les bandidos, l'imagerie était indélébile, une fusillade publique qui a renforcé leur notoriété et a invité un examen minutieux de chaque chapitre au Texas. Tout semblait réglé devant les tribunaux. Ce n'était pas le cas. Les poursuites pour droits civils ont déferlé contre les responsables locaux et étatiques, contestant les arrestations massives et les détentions prolongées. Le combat s'est déplacé des scènes de crime vers les tribunaux et les budgets municipaux. Après Waco, la question était simple et brutale. Les bandidos pourraient-ils survivre au poids combiné de l'indignation publique, des poursuites ratées et de la surveillance constante, ou la pression et les fractures internes finiraient-elles par diviser la fraternité pour de bon? Chapitre 9. Héritage et transformation. Aujourd'hui, les Bandidos restent l'un des clubs hors la loi les plus infâmes au monde, répartis dans 20 pays et des centaines de chapitres. Mais la survie dépend maintenant moins des combats de rue que des salles d'audience. En 2025, 14 membres de la région de Houston ont été mis en accusation en vertu de RICO, accusés de mener une guerre de territoire violente avec un groupe rival appelé Beast. Les procureurs ont cité des fusillades, des incendies criminels et même un ordre national Smash on Sight du leadership. L'Europe a agi de concert. Le Danemark a imposé une interdiction temporaire, l'Espagne et l'Allemagne ont organisé des raids et des défections dans la région de la Ruhr ont vu plus d'une centaine de bandidos passer aux Hells Angels. Les enjeux sont simples. Si les interdictions et les poursuites démantèlent le leadership, le club risque de se fragmenter en fief. Si les défections s'accélèrent, la marque elle-même pourrait s'estomper. Pourtant, les bandidos perdurent. Certains chapitres passent dans la clandestinité, d'autres redoublent d'efforts. Le mythe de la fraternité recrute toujours.
même si les procès et les interdictions enlèvent la liberté. L'héritage signifie maintenant prouver si l'écusson peut survivre au gouvernement, aux rivaux et au temps lui-même. La guerre pour la domination dans le monde hors la loi n'est jamais terminée. Les ennemis du club le plus infâme ont écrit l'histoire dans le sang et leur prochain mouvement se déroule déjà. Cliquez sur la prochaine vidéo pour voir jusqu'où ces rivalités peuvent aller.